Bonjour à toutes et à tous, je fais cette petite vidéo rapide pour vous parler de ce qui est en train de choquer beaucoup de personnes en France. Les annonces chez France Emploi, l'ex-Pôle Emploi, si je ne m'abuse du nom, concernant des combattants que l'on recherche partout, des combattants divers et variés, des métiers militaires, avec une faible demande de formation, avec seulement quelques compétences requises, et beaucoup d'avantages préconisés, des avantages, donc des CDD. Tu m'étonnes que ce soit des CDD, ce sont des chairs à canon, puisqu'on sait très bien que 90% ne reviendra pas, pour favoriser le manque de militaires humains dont on a besoin. Parce qu'il nous faut des hommes pour pouvoir combattre. Les machines ne suffisent pas, ça c'est clair et évident, et on le sait dans très nombreux environnements militaires que les machines ne remplaceront pas l'humain. C'est pourquoi il y a beaucoup d'androgynes qui sont mis en route, des robots, des Terminators, qui sont mis en route partout afin de répondre à ce manque humain qui nécessite énormément déjà de préparation, de quantité, et derrière de possibilités sur le terrain. Parce que tout le monde n'a pas cette possibilité de faire la guerre, en fait, c'est clair. Donc, dans beaucoup de départements en France, il est requis un recrutement national séduisant. C'est une fiche relativement séduisante avec des mots qui mettent en avant certaines qualités requises, mais en même temps derrière des avantages. Il y a beaucoup d'avantages qui sont mis en avant également, de façon à séduire la cible potentielle pour les envoyer au front en Ukraine. Si je fais cette vidéo, c'est que pour vous les familles, il serait temps d'essayer de reprendre conscience de ce qui se passe. France Emploi est complice de cette situation-là, mais involontaire quelque part, parce qu'ils ne font que répondre aux ordres. Il faut absolument sensibiliser les gens autour de vous, qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, où ils mettent les pieds, à quoi servent ces annonces. On savait que France Emploi, enfin autrefois Pôle Emploi, il y avait beaucoup de fausses annonces pour valoriser des entreprises, dire qu'elles étaient en très bonne forme économique. On voyait beaucoup cela, des fausses annonces d'emploi. Moi, j'en ai parlé avec des gens de Pôle Emploi à l'époque et ils étaient parfaitement au courant que ça existait. C'était du marketing, en fait, ni plus ni moins. Là, c'est pas du tout du marketing, c'est de la propagande de guerre pour faire des chairs à canon. C'est violent, c'est dramatique. J'ai pas les mots, je n'ai pas les mots parce que beaucoup de jeunes vont se laisser avoir en se disant « Ouais, t'as vu, je vais gagner beaucoup, puis en plus, je vais pouvoir faire peut-être un rêve d'enfant, devenir militaire facilement et conduire un super engin. » Ils sont trop jeunes, pour beaucoup, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment on les manipule. Et c'est à nous, adultes, de leur expliquer. Après, ils prendront leurs décisions, c'est leur choix. Mais il faut qu'ils aient notre explication. Le revers de la médaille. Il y a toujours un revers de la médaille, surtout quand on offre autant de facilité comme c'est le cas actuellement sur ces annonces-là. Alors, ce que je vous demande, si vous voulez bien, c'est de diffuser cette vidéo et d'autres qui en parleront, parce que je ne pense pas que je serai la seule à en parler, de façon à ce que nos fils, tous nos membres de la famille qui sont aptes à partir aient ce discours, soient conscients de là où ils mettent les pieds, qu'ils aient une connaissance de ce revers de la médaille, qu'ils fassent très attention, parce que, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'ils reviennent, à moins qu'ils se rendent aux Russes, ils ne reviendront pas. Poutine a été clair et il ne va pas rigoler là-dessus. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas rigoler, c'est pas son genre. Ça ne va pas être possible. Premièrement. Deuxièmement, c'est la fin de l'Ukraine. Depuis un moment, on allait annoncer cette fin de l'Ukraine. On sait très bien que l'Ukraine a perdu. Donc, il leur manque des hommes. Donc, il faut qu'ils les trouvent partout. Macron veut absolument liquider les Français. D'abord parce qu'il ne peut pas nous blairer. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'a aucune patrie. Je l'ai dit dans plusieurs de mes émissions, Profilement Vôtre, donc je ne vais pas le répéter. Ceux qui me suivent savent très bien ce que j'ai dit. Premièrement. Deuxièmement, il faut liquider de l'humain, parce qu'on dérange. On n'est pas avantageux pour quelqu'un comme lui. Les robots, l'IA, tout ça, c'est avantageux pour lui, parce que ça obéit aux ordres qui sont été inculqués dans les intelligences artificielles, les algorithmes, etc., les logiciels. Et enfin,
le Covid n'a pas vraiment marché, hein, donc il y a eu quelques succès, mais pas suffisamment. Donc on est encore trop nombreux pour ce squatteur de l'Élysée qui a vraiment les fils qui se touchent. Hein. Donc s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment vous exprimer la gravité de la situation, autrement que ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo au pied levé. Je suis extrêmement choquée de ce que j'ai vu. On est exactement dans le processus de la Seconde Guerre mondiale, exactement dans le même. La forme est totalement différente, mais pas le fond. On va pas combattre pour des nazis, hors de question. C'est hors de question d'aller combattre pour des nazis. Faites attention à vos enfants, faites attention à tous ceux qui sont en âge et en possession de moyens pour pouvoir aller combattre là-bas. Au moins, avisez-les. Ils feront leur choix après. Mais s'il vous plaît, avisez-les. Pour notre patrie, pour notre pays, pour nos familles, pour nos enfants. Réquisition, oui. Les parlementaires ont permis dans la programmation militaire à ce que, pour les besoins des armées françaises ou d'un pays allié en guerre, nous y sommes, des réquisitions puissent être faites. C'est des réquisitions soit de personnel, soit de stock, soit d'outils de production. C'est l'outil le plus dur, si j'ose dire, de l'arsenal juridique dont nous disposons. Pour l'instant, il n'est pas sur la table, je l'ai cité parce qu'il existe. En revanche, sur les stocks minimales à constituer pour un industriel et surtout sur le droit de priorisation d'une commande qui compte pour l'intérêt général sur une commande qui compte moins pour l'intérêt général, voire pas du tout, c'est quelque chose que je ne m'interdis pas de faire dans les toutes prochaines semaines si les choses ne vont pas plus vite. Écoute ça. Nous sommes aux prémices de ce qui peut être une des formes de déclenchement de la guerre mondiale. J'explique depuis longtemps que une guerre mondiale est très possible et qu'il y a 2 ou 3 lieux où elle peut se déclencher. Évidemment, il y a Taïwan qui en est avec la Chine, il y a la Russie avec l'Ukraine, il y a l'Iran avec Israël et il y a Gaza et l'ensemble du terrorisme international. Si elle a lieu là, elle ressemblera plus à la Première Guerre mondiale qu'à la Deuxième, c'est-à-dire à une guerre qui se déclenche par un jeu de catastrophes qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de foyers qui, lorsqu'ils se mettront ensemble, pourront déclencher cette guerre. D'abord, tous ceux qui gagneront des sous. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des sous dans la guerre. Pas que ceux qui vendent des armes, ceux qui vendent des tas de trucs, ceux qui écrasent les peuples et qui sont ravis qu'on écarte les problèmes, hein, calmez-vous, il y a la guerre. Tous ceux qui sont très contents qu'on parle plus des tragédies que fabrique le pétrole, les sucres artificiels, tous ceux qui sont contents qu'on écarte leur propre culpabilité de quelque chose sont contents de ça. Maintenant, je peux pas dire qu'il y a une coalition pour la guerre. La guerre, si elle vient aujourd'hui, elle sera affreuse. Tu auras des centaines de millions de gens. Sinon, beaucoup plus. Bon, ben voilà, encore une fois. Quand j'écoute cette personne parler, ça me fait penser au gars qui a commandité ce qui est en train d'arriver et qui vient après, à tes obsèques, lire ton éloge. Ça me fait penser exactement à ça. Et je comprends pas pourquoi les gens continuent d'être comme ça, avec la tête dans le guidon, quoi, en fait. Vous entendez pas la même chose? Vous voyez pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez pas ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut encore de plus? Alors, je sais que tout le monde est omnibulé par profiter, le divertissement, hein, toujours se divertir. Il y aura plus tout ça. Il y aura plus rien. Et il vous restera quoi à ce moment-là? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et à très bientôt. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne.
On avait déjà remonté la piste jusqu'aux voiliers, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'au faux passeport de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium de journalistes européens mène directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zaloujny, limogé, vous le savez, le mois dernier. Le mobile, lui, coule de source. Il s'agissait de couper ce lien entre la Russie et l'Europe via l'Allemagne, ce lien qui remplissait aussi évidemment les caisses du Kremlin. Zaloujny sera-t-il jugé un jour par un tribunal allemand ou suédois? Ce sera un sacré cas de conscience pour Berlin ou Stockholm, parce qu'on comprend évidemment les objectifs de cette opération, mais c'est l'Allemagne qui a financé pour l'essentiel cette infrastructure sur laquelle elle comptait. Ce sera un cas de conscience. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Je signe et je leur demande. C'est lui qui détruit. Qu'est-ce qui va en France aujourd'hui? L'armée est chargée de défendre le peuple français, la France et le peuple. Je suis président d'honneur de Place d'Armes, qui a pour raison sociale d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Hormis peut-être encore un peu l'armée, qui est échantillonnaire, ce n'est pas moi qui le dis, est-ce que l'hôpital va bien? La santé, l'agriculture, l'industrie, que sais-je encore? Depuis 7 ans que M. Macron est au pouvoir, qu'a-t-il fait pour redresser la France? C'est lui qui l'a détruit. Il n'y a pas besoin de M. Poutine. Voilà, donc j'affirme que c'est lui, le liquidateur, le destructeur de la France. C'est lui qui devrait partir s'il avait un peu d'honneur. Mais c'est un mot qui doit être absent de son vocabulaire. Nous avons l'homme qui valait 1000 milliards. Il se nomme Emmanuel Macron. Les comptes de la France sont dans le rouge, avec un déficit qui a littéralement explosé entre 2017 et 2024, en augmentant donc de 1000 milliards. 1000 milliards d'euros de dette en plus, dont seulement 260 seraient imputables à la crise du Covid, le plan de relance ou la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, selon le député Charles de Courson. Je voudrais quand même, dans ce contexte de hausse des taux et de monnaie facile, je voudrais comprendre pourquoi M. Macron a acheté pour 112 milliards de bons du Trésor américains. Est-ce que vraiment c'était opportun de le faire? Je vous remercie pour votre observation. Rappelez-vous, lors de nos précédentes émissions, j'avais dit ici que Macron est un traître à la France. Alors, on sait que c'est un traître, parce qu'il ne travaille que pour l'Europe. C'est un européiste convaincu. La France doit défaire son histoire. Il déteste les Français. Je comprends même pas comment il est élu entre nous, mais pourquoi pas. Merci à Madame Le Pen qui a facilité son élection. Là, on le voit. La France ne peut pas elle est endettée à 3 trilliards. De quel droit mettons-nous l'argent du peuple français dans des bons du Trésor américain? Alors, je ne sais pas si vous avez le montant. Ouais. 112 milliards. 112 milliards. On a acheté des bons du Trésor américains, 112 milliards, à taux, forcément, je veux dire, je sais plus, c'est 1% ou 1,5%. Oui. Mais c'est fondamentalement négatif, vu que cette année, on va voir entre 20 et 30% d'inflation. Voilà. Donc c'est de l'argent qu'on donne aux Américains. Et ça ne peut être fait que par volonté politique. Et c'est pour ça que je dis, Macron est un traître à la France. Il ne travaille que pour les Américains. D'ailleurs, tant et si bien, je vous rappelle quand même que c'est avec M. Macron que d'un seul coup, l'administration française a commencé à se débarrasser des bouts de ce qu'elle devait faire en le donnant à Bain Company, à McKinsey et à qui sais-je encore. C'est du jamais vu dans l'histoire de France, de l'administration française, pardon. C'est tout à fait nouveau. C'était pas quelque chose d'imaginable, même sous Chirac, encore moins sous Pompidou. Alors que dire de Gaulle? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui,
voyez la trahison, vous voyez, c'est dans ces petits détails qu'on voit. Et ça fait des années. Hein, vous n'êtes pas le seul à utiliser le mot de traître. On songe au livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui, à propos c'est exactement de Macron, ce qu'ils ont dit. Le livre « Le traître et le néant ». Pourquoi voulez-vous que le gouvernement français aille dans votre sens et soit en votre faveur, alors que nous vivons dans une plutocratie? Leur principale hantise, leur première crainte, c'est de devenir pauvres, devenir comme vous et moi. La démocratie moderne et la presse, par qui elles ont été instaurées? Par la grande bourgeoisie, pas par le peuple. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le même schéma. La grande presse et les grands médias sont dans les mains des milliardaires. Il n'y a que les médias indépendants, autofinancés, qui peuvent vous balancer des dossiers de temps en temps qui vont être croustillants. Pourquoi je dis de temps en temps? Parce qu'il y a des infos, ils ne peuvent même pas vous les dire, sinon ils sont censurés. Tous ceux qui sont au gouvernement, ceux qu'on qualifie d'élite et ceux qui sont dans les hautes sphères, même quand vous croyez qu'ils sont opposés à quelque chose, tout est sous contrôle. Car en plus d'être dans un système où le mécanisme favorise les plus fortunés, il tourne également sur un régime digne d'une voyoucratie. Si t'as pas un contrôle judiciaire avant 50 ans, t'as raté ta vie. Regardez là par exemple, c'est Carla Bruni qui est mise en examen dans l'affaire de son petit Nicolas. L'affaire elle remonte à 2007-2008 du petit Nicolas déjà. La Carla, c'est une proche de Mimi Marchand. Tout comme Trogneux. Tout fonctionne en réseau. Ce système est fait comme ça. Pour que les riches restent riches et que les pauvres n'empiètent pas sur leur richesse. Regardez, dans le même temps, on apprend que MLP et Bardella ont dîné avec la Macronie, parfois en présence d'Édouard Philippe et de Sébastien Lecornu. Des dîners secrets, d'accord? Pourquoi pas après tout, on n'est plus à ça près. Mais regardez qui a organisé les dîners. Thierry Solaire, l'homme le plus mis en examen de toute l'histoire de la politique. Fraude fiscale, trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, et j'en passe. Mais en face, c'est pareil. Regardez le Gluckson de Flux. C'est le fils de qui? André appartenant au courant des nouveaux philosophes, la clique ABHL et tout le tout team. Le but, c'est que ces castes continuent de dominer. Donc arrêtez d'être fan de Pierre, Paul, Jacques, parce qu'il n'y en aura pas un, dont le combat sera sincère et qui sera dans l'équité. Ils ne vous prêteraient pas leur chemise si vous en aviez besoin. Donc arrêtez de vous battre pour ces gens-là sur les réseaux entre vous, pauvres gueux. Les gens se focalisent sur des petites racailles notoires, mais on est dirigé par des voyous. Action. La dette, évidemment, qui est un sujet dramatique. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous? Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Les réponses seront apportées. Donc, 2017, oui, j'étais candidat à la candidature, comme vous dites. Je voudrais, relater très rapidement une affaire. En décembre 2016, donc, nous avions récolté à peu près 250 promesses de parrainage. En janvier 2017, donc, François Fillon connaît ses déboires. Il est obligé de quitter la course, n'est-ce pas? Dans la même semaine, je reçois plusieurs appels, 5 de députés et sénateurs, avec qui je reste une demi-heure au téléphone. Chacun me promet 50 parrainages dans sa circonscription, ce qui est le maximum légal, ce qui fait 250 d'un seul coup. C'est énorme. Hein. Et puis, il y en a deux qui me demandent, Général, accepteriez-vous d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen? Étant force spéciale un peu fou, donc je dis oui, bien sûr. Je me doutais qu'il y avait des conditions derrière, mais je n'ai pas demandé. Quelques jours après, j'arrive en province, en Bretagne, pour rencontrer des maires. Le téléphone sonne, et puis un camarade, un ami, enfin un camarade, avocat au barreau de Paris, qui me dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais, tu viens chez nous. Chez vous?
Oui, et il m'invite dans une société secrète. C'est-à-dire? J'ai aussitôt refusé, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Hein. Soit on est au service du peuple souverain, soit on est au service d'une société secrète. Alors, société secrète, vous entendez quoi? Une loge maçonnique? Vous savez, il y a diverses choses parmi les sociétés secrètes. Il y a des loges maçonniques, mais il y a autre chose aussi, etc. Mais ce sont des gens qui manipulent l'opinion, qui manipulent les partis politiques, qui manipulent les politiciens, les hommes politiques, au profit de leur idéologie, et parfois aussi pour de l'argent, bien entendu, hein, mais qui n'ont pas l'intérêt général, le bien commun national comme objectif. Or, la seule motivation d'un homme politique digne de ce nom, c'est le bien commun, c'est le service de la France et des Français, et non pas le service d'une idéologie d'un parti politique. Mais seulement là, vous voulez dire que ces sociétés secrètes dont vous parlez, sans nous dire si vous parlez de la franc-maçonnerie ou pas finalement, c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir vos signatures par exemple? Eh bien, la preuve en est que... la preuve, je n'ai pas la preuve. Non, je n'ai pas de preuve. Mais aussitôt après avoir dit non à cette parade, eh bien, les portes se sont fermées. Je devais rencontrer 100 maires en Bretagne, j'en ai rencontré 10, le jour même, le lendemain matin, puisqu'ils n'ont pas pu se débiner, si je peux dire. Hein. En Bretagne, j'espérais avoir une centaine de parrainages, j'en ai eu aucun. Et puis, au terme de la course, si vous voulez, j'ai eu 84 parrainages officiellement, ce qui m'a étonné. Donc, dès que l'apparition officielle, j'ai appelé des maires qui m'avaient promis leur parrainage. Mais oui, mon général, je vous ai parrainé, c'est sûr. Et bien, on ne trouvait pas leur nom sur la liste. On a même retrouvé le nom de l'un d'entre eux sur la liste de M. Poutou. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre démocratie. Il reste encore une démocratie. Vous connaissez ces fameuses expressions « il faut vivre avec son temps »,« on n'arrête pas le progrès », et bien d'autres d'ailleurs qui sont un petit peu sur le même style. Et bien là, justement, en 2024, on n'arrête pas le progrès. Quand vous allez sur le site de capital.fr, vous pouvez lire un article qui est intitulé « Carrefour va tester un mode de paiement innovant ». Et tenez-vous bien parce que vous n'êtes pas prêts. Carrefour va tester le 29 juillet prochain un mode de paiement complètement inédit. Les consommateurs pourront régler leurs achats seulement avec la paume de leurs mains. Je répète, les consommateurs pourront régler leurs achats seulement avec la paume de leurs mains. On n'est pas en train de parler de puces là, on est en train de parler de tes empreintes, les empreintes de ta paume de main. Donc le groupe Carrefour, qui est dirigé par monsieur Alexandre Bompard, va lancer à partir du 29 juillet prochain l'expérimentation dans son magasin Carrefour Market Paris Seine, dans le 6e arrondissement de Paris, en utilisant la technologie Ingenico. Donc Ingenico, c'est ceux qui font les terminaux, cartes bancaires, etc. Et écoutez bien, la seule empreinte palmaire suffira pour régler alors ses achats, comme le rapporte BFM TV. Alors je sais bien qu'il faut vivre avec son temps, qu'on n'arrête pas le progrès, mais moi je commence à me poser des questions. QR code, passe machin, passe truc, reconnaissance faciale, et là, empreinte palmaire, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les empreintes de la paume de la main. C'est pas le pouce et tous les doigts, hein, c'est les empreintes palmaires, quoi. Comme quand tu vas dans certains pays, ou même ici en France, quand tu fais ta pièce d'identité, etc. Et donc ton empreinte palmaire, d'après l'article, eh bien, sera associée à un compte bancaire. Donc tu arrives, tu poses ton empreinte, tu payes et tu pars, tu vois. Voilà. Donc quand tu mets tout ça ensemble, est-ce que c'est vraiment destiné à fluidifier l'expérience client, ou alors c'est le progrès, ou je sais pas quoi, ou alors c'est peut-être quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ça, qui ne se cache même plus d'ailleurs. Parce que je suis désolé, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on serait plus tenté à penser ce que je suis en train de vous dire, je ne vais pas trop m'exprimer ici, vous avez compris, plutôt qu'une espèce d'expérience client améliorée, fluidifiée, je sais pas quoi, machin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tout doucement, on met des choses en place, jusqu'au jour où les gens vont se dire, oh là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais pendant ce temps-là, en fait, on t'a tout mis en place, mais tu voyais que du feu. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a tiré tout le temps ton attention dans une autre direction, qui est celle de la distraction permanente. Distraction permanente. Bonne journée. La grande banque JP Morgan Chase poursuit l'introduction d'un système de paiement biométrique à l'intention des commerçants. Ce système devrait être mis à la disposition de tous les détaillants américains début 2025.
Les clients n'auront qu'à scanner la paume de leur main ou leur visage en entrant dans le magasin. 25% des Américains et 50% des consommateurs canadiens et britanniques sont ouverts à l'introduction de systèmes de paiement biométriques. David Birch, un consultant et commentateur des services financiers numériques mondiaux, a écrit en avril 2024 dans son article pour Forbes « Si les Américains savaient à quel point cette technologie est insidieuse, ils ne la soutiendraient dans aucun type d'application. » Dans le commerce de détail dirigé par les grandes banques, cela revient à dire que seuls les produits marqués numériquement pourront être achetés ou vendus, et ce, uniquement par des acheteurs et des vendeurs qui sont également marqués numériquement. Le marquage numérique se révèle être ainsi un instrument de pouvoir absolutiste de l'oligarchie financière. Car toute personne ou tout objet qui n'est pas marqué numériquement est exclu. Dans la franc-maçonnerie en Europe, il y avait des groupes étaient appelés cercles. Vous aviez des cercles d'amis. Il y avait 5 cercles d'amis. L'Amérique est l'un d'entre eux. L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique. Les 5 cercles d'amis. Ils étaient appelés dans la franc-maçonnerie européenne les Olympiades. De sorte qu'aujourd'hui, l'Olympiade d'organisation est constituée de 5 cercles, les 5 cercles d'amis maçonniques. L'autre symbole de la franc-maçonnerie est la torche. Bien sûr, la torche olympique, c'est la torche de Prométhéeus, le dieu qui a volé le feu, au service de l'homme. À New York, vous verrez la statue de Prométhéeus en face de Plaza Rockefeller. La statue de Prométhéeus. Dans sa main se trouve la flamme, la torche, le feu de la Révolution. La statue de la liberté porte la torche. Bien sûr, dans toutes les universités et tous les collèges, nous trouvons dans les symboles et les emblèmes des universités des torches qui représentent l'illumination. Des Illuminati. La statue appelée statue de la liberté, elle tient la torche de l'illumination, c'est la torche prométhéenne de la franc-maçonnerie. Et si vous allez à la statue de la liberté, vous verrez une plaque de bronze indiquant qu'elle a été donnée au gouvernement américain par les maçons du Temple du Grand Orient de France. J'arrive même plus à avoir de larmes en fait. Je suis complètement sidérée, dépassée. Faut que vous partagiez ce que je vais vous montrer, c'est pas possible en fait. J'habite en amont de Paris et toute la nuit on a vérifié Vigicru. C'est un truc qui vous dit où en sont les niveaux d'eau. Et le niveau il a baissé toute la nuit. Il n'y a rien qui indiquait que c'était en train de monter. Parce qu'en fait ils ont bloqué les barrages à Paris pour pas inonder la Seine, pour pas gâcher les Jeux Olympiques. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez des gens se faire inonder, des animaux mourir, des gens être élitreillés par hélicoptère? C'est juste pas possible, c'est l'apocalypse ici. Et les gens comme moi, ils perdent tout. On perd une partie de notre maison, notre activité professionnelle.
J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire en fait. Juste, si vous pouvez partager, que les gens voient en fait ce qui se passe. Notre roulotte, elle est à 2 doigts d'être inondée. On a réussi à sauver nos cochons in extremis, nos poules pareilles. Mon mari est parti voir le cottage qu'on vient de terminer de construire. C'est entouré d'eau. Je sais pas si on va pouvoir le sauver. Et dans ce genre de situation, bien sûr, tu te sens démuni et complètement seul, abandonné, parce qu'il n'y a personne qui peut rien faire pour nous. La seule solution, ce serait d'ouvrir les barrages et ce ne sera jamais fait. Donc voilà, tous les gens qui habitent en Île-de-France et qui sont en amont, parce qu'on n'est pas les seuls, on subit. On subit les Jeux Olympiques à tout point de vue et on perd tout. C'est bien simple, mon tattoo shop est complètement sous l'eau. Un de mes 2 Airbnb ne peut pas du tout accueillir de voyageurs. J'ai dû hier, vraiment littéralement en courant, demander aux personnes qui étaient à l'intérieur de partir et de les mettre en sécurité parce que c'est monté tellement vite. Ça a mis 1 quart d'heure, top chrono. Je sais pas comment je vais nourrir mes enfants, je sais pas. Je sais pas. Ce que je vous raconte est sûrement très décousu. J'ai pas assez dormi. Mais voilà, hier l'eau a monté, a envahi la totalité de mon parc. Mais ça s'est maintenu. Et maintenant ça monte. Encore et encore. J'ai 1,50 m d'eau partout. Voici l'affiche présentée pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'affiche suscite pas mal d'interrogations sur les réseaux. La suite, elle nous est révélée par l'affiche de la cérémonie de clôture des JO 2024. Il faut là aussi voir les signes qui corroborent ceux de la cérémonie d'ouverture. Verset 12 d'Isaïe 14, 12. Car il est tombé du ciel Lucifer, fils de l'aurore, il fut jeté sur la terre. Sans vouloir présager, la cérémonie de clôture des JO semble être basée sur le même thème du portail que lors de la cérémonie d'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en 2016. CERN. L'affiche symbolise la descente des anges déchus et de Lucifer, et donc la chute de l'homme. Le hasard encore une fois. Merci pour le bon travail. Voici une version par symétrie de l'affiche de la cérémonie de clôture. Il y avait effectivement des formes bizarres sur le globe. Et tout devient clair ainsi. Ça en fait penser au tableau sanglant du roi Charles. Ils disent tout, ils montrent tout, mais on ne veut pas voir. D'ici là, je vous laisse, mes chers amis. Prenez soin de vous et gardez la foi en Dieu. Et surtout, n'oubliez pas, ceci est un dernier appel.